Bonjour et bienvenue à tous donc dans cette Bourse Académie spéciale aujourd'hui dimanche après-midi 16 h en France. Bourse Académie dans lequel on va parler de la guerre en Ukraine et de l'impact que ça peut avoir sur son portefeuille boursier et comment prendre en compte donc la guerre dans la gestion de son portefeuille boursier. Alors je m'appelle Marc Raffard, vous avez peut-être déjà lu quelques-uns de mes articles, vous avez peut-être déjà assisté à certains des bourses académiques que j'ai organisées ces derniers mois. Je suis donc rédacteur responsable éditorial sur Café de la Bourse et Café du Trading. C'est un plaisir de vous retrouver aussi nombreux aujourd'hui connectés sur ce webinaire. Donc, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est grave. Alors, j'en profite déjà en introduction pour vous dire qu'au-delà de la gravité voilà, de cet événement qui est d'un point de vue humain quelque chose de catastrophique, il faut quand même le prendre en compte dans la gestion de son portefeuille. Et même si ça peut paraître dramatique, il faut parfois agir en conséquence. Donc ça, c'était une chose importante que je voulais vous préciser aujourd'hui. Alors comme d'habitude, les webinaires, les vidéoconférences qu'on organise, comme aujourd'hui, normalement, réservée aux membres premium, on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, elle est ouverte à tous, donc je suis vraiment ravi de voir tous les lecteurs, enfin en tout cas une partie des lecteurs de Café de la Bourse nous retrouver cet après-midi pour ce sujet-là. Je parlerai un petit peu plus tard de l'offre premium. De quoi on va parler avant On va parler de l'impact de la guerre sur les marchés. On va aborder quels sont les secteurs d'activité les plus touchés. On va parler aussi des secteurs qui pourraient malheureusement, enfin, c'est là où c'est toujours délicat, profiter de la guerre. Bon, malheureusement, voilà, mais la finance, c'est comme ça. Il y a des secteurs d'activité qui sont pénalisés par les périodes de guerre, d'autres secteurs d'activité qui peuvent en profiter. On va faire un point concernant les crypto-monnaies et on va voir comment se protéger en fonction des différents scénarios et on va ensuite faire une conclusion. Donc bien sûr, si vous avez des questions, vous pourrez les poser, comme je le disais, à la fin. Alors l'impact de la guerre sur les marchés. Alors l'impact, déjà, c'est une augmentation de l'incertitude. Alors, avant de parler de l'impact, je tiens quand même à préciser que la guerre, en tout cas sur cette guerre en Ukraine, sur les marchés européens en tout cas, a été ce qu'on appelle un market mover, donc c'est-à-dire un phénomène déterminant sur les mouvements de marché, sur les hausses, sur les baisses, bien qu'il y ait bien qu'il y ait de nombreux facteurs qui vont faire évoluer les marchés à la hausse ou à la baisse. Ces dernières semaines, ça a été surtout les annonces liées à la guerre qui ont vraiment créé des mouvements à la hausse, à la baisse. Donc, c'est ce qu'on appelle un market mover, c'est-à-dire une information qui influence beaucoup les marchés. Donc, bien sûr, l'impact de la guerre, c'est l'augmentation de l'incertitude. Donc, on le voit, il y a de nombreux investisseurs qui sont en période d'attente, puisqu'effectivement, à cause de cette incertitude, effectivement, ils ne savent pas se positionner sur des valeurs ou quoi. Donc, il y a ce phénomène d'attente. Donc, d'attendre de voir comment les choses vont se dérouler. Donc, beaucoup de gens ont mis leur portefeuille en stand-by puisqu'il y a cette augmentation de l'incertitude. Vous savez, les investisseurs, en général, ils n'aiment pas l'incertitude. Donc, augmentation de l'incertitude sur les marchés. Aversion au risque, évidemment. Donc, quand on est dans l'incertitude, on ne prend pas nécessairement plus de risques. Au contraire, on a tendance à prendre plus de risques quand on est assez, entre guillemets, assez certain de ce qui risque de se passer, ou du moins qu'on a une forte conviction. Là, on est dans un contexte un peu particulier. Alors, en plus particulier, d'autant plus particulier qui nous impacte directement. C'est pas comme les guerres en Syrie ou en Afghanistan qui n'ont pas nécessairement d'impact sur l'économie locale en France, en Europe. Là, on a un impact direct.
on le voit, c'est déjà beaucoup plus proche géographiquement, avec toutes les problématiques liées au gaz, au pétrole, à l'alimentaire également, à la production agricole. Donc tout ça, ça nous impacte beaucoup plus. Donc encore beaucoup plus d'augmentation de l'incertitude et inversion au risque. Donc tout ça, c'est les, on va dire, les choses qui l'impact direct de la guerre sur les marchés. Alors évidemment, tout ça, ça va un peu ensemble, volatilité plus importante sur les marchés et surréaction aux effets d'annonce. C'est-à-dire que quand on va avoir des marchés effectivement qui sont sous pression, où tout le monde attend la moindre annonce, que ce soit de l'OTAN ou de la Russie ou ou de l'Ukraine, effectivement, il y a des surréactions aux effets d'annonce. On l'a vu quand, à chaque fois qu'il y a eu un petit peu des messages d'espoir, que ce soit de la Russie ou de l'OTAN, effectivement, les marchés se sont vraiment euh, repositionnés à la hausse. Dès qu'il y a eu des messages mitigés ou un peu négatifs, les marchés tout de suite se sont positionnés à la baisse. Donc aujourd'hui, enfin, si vous faites de l'analyse technique ou d'autres méthodes d'analyse, vous avez peut-être constaté qu'elles sont beaucoup moins efficaces que d'habitude. Pourquoi? Parce que ce qui est sur, on va dire, sur ce que tous les investisseurs attendent, c'est potentiellement savoir comment le conflit va évoluer. Et c'est ça qui, encore une fois, drive les marchés. Alors, l'analyse technique, c'est ce que je le disais, bah, du coup, elle est moins fiable. Donc, il faut faire attention, surtout si vous êtes un trader actif sur les marchés et que vous faites de l'analyse technique. Bah, du coup, vous allez vous rendre compte que c'est moins efficace parce que si vous faites votre analyse technique, vous suivez vos indicateurs, vous suivez votre stratégie, mais que dans le même temps, vous avez une annonce qui est faite par la Russie ou par l'OTAN, bah, ça casse tout, ça change tout. Ça ne peut pas être anticipé par l'analyse technique. Donc, faire attention également à l'analyse technique. Les risques de faillite plus importants, alors on verra. Évidemment, ça, ce serait dans un scénario, on va dire, catastrophe. Possibilité de bonnes affaires, ce serait dans un scénario plutôt profitable. Enfin, en tout cas, la guerre impacte fortement les marchés. Pas tous les marchés, principalement les marchés européens. Les marchés américains s'en sortent plutôt bien. Bah, c'est comme toujours, effectivement, il n'y a pas nécessairement sur les marchés américains de. Alors, bien sûr, ils sont impactés par l'augmentation du coût du pétrole, l'augmentation du coût du gaz, etc. Ça les impacte, mais il y a moins d'impact direct sur les marchés américains. D'ailleurs, on le verra, les marchés américains peuvent être une bonne alternative en période de guerre en Europe. Alors, les entreprises qui sont les plus touchées, bah, c'est toutes les entreprises industrielles et agroalimentaires. Alors, agroalimentaire, pourquoi? Parce qu'on le sait, tout ce qui est production agricole, eh ben, l'Ukraine était un gros producteur et un gros exportateur de produits agricoles. Donc là, ça va poser des problèmes pour l'industrie agroalimentaire. L'industrie, bah, évidemment, il y avait aussi beaucoup d'activités industrielles en Ukraine, mais pas que. L'activité industrielle peut ralentir. Il y a beaucoup de l'augmentation du prix du pétrole, l'augmentation du prix du gaz va impacter toutes ces industries. Donc, les entreprises européennes qui, qui sont dans ces secteurs d'activité-là sont les plus touchées et risquent d'être les plus touchées. Maintenant, on le verra après un peu plus tard, qu'est-ce qu'il faut anticiper, il faut mesurer le pour et le contre. Actuellement, c'est une situation, on va dire, qui dure depuis un petit peu plus d'un mois, qui devait, selon les autorités russes, ne durer que quelques jours. Est-ce que ça va s'arrêter? Il y a des signes qui sont plutôt positifs. Mais voilà, on joue en fait depuis un mois sur des effets d'annonce positives, négatives, qui balancent les marchés d'un sens à l'autre. Donc, on verra selon les différents scénarios ce qu'il va falloir faire. Ah oui, alors les entreprises évidemment qui ont une forte présence à l'international. Alors je ne parle pas évidemment des sociétés qui ont des activités avec la Russie. Alors là, c'est terrible,
puisqu'avec les restrictions, et cetera, enfin je connais certaines sociétés, et certains courtiers, certaines sociétés financières, certaines sociétés industrielles, qui ont des activités directement liées avec la Russie ou avec l'Ukraine. Bon, bah, évidemment, là, du coup, c'est des sociétés qui sont très fortement pénalisées. Voilà, donc toutes les sociétés en général, en cas de guerre, alors c'est pareil, on va essayer tout à l'heure de détailler, de faire le point entre la guerre en Ukraine et les guerres en général, ou les guerres qui pourraient s'étendre et devenir, on va dire, internationales. Donc évidemment, toutes les entreprises qui ont une forte présence internationale, bah, du coup, risquent d'être beaucoup plus pénalisées que les autres, que celles qui ont une activité plus locale. Donc là, typiquement, la PME qui a son activité en France, et ben, même si la guerre venait malheureusement à durer ou à s'étendre sur d'autres pays comme la Moldavie, la Géorgie ou la Pologne, j'en sais rien. Enfin, la Pologne, ce serait un gros problème puisqu'elle fait partie de l'OTAN. Mais en tout cas, si elle venait à s'étendre, cette guerre, bon, bah, les entreprises, les PME qui ont une activité en France vont mieux supporter que les entreprises qui ont une activité à l'international. Voilà, donc les secteurs les plus touchés, c'est surtout les secteurs industriels et les secteurs agroalimentaires. Agroalimentaire, pourquoi je le précise? On pourrait estimer, alors ça encore, c'est pareil, hein, vous savez, si vous avez suivi les précédentes bourses académiques que j'ai déjà faites, bon, bah, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de méthode qui permette d'anticiper ce qui va se passer sur les marchés à 100%, sinon ce serait trop facile. Donc souvent, c'est basé sur ses convictions. Alors on peut estimer que l'industrie agroalimentaire va être pénalisée à cause d'un manque d'approvisionnement. Elle pourrait aussi en profiter. Ça pourrait permettre à ces entreprises de générer plus de bénéfices. Mais il est possible aussi, très fortement, à mon avis, que les gros groupes agroalimentaires, si jamais il y avait des pénuries agricoles et une augmentation des prix, seraient certainement, à mon avis, si ce n'est pas fortement invité, ce serait peut-être contrainte par les gouvernements à plafonner les prix ou ce genre de choses. C'est là où elles pourraient être fortement impactées. Bref, les secteurs donc qui sont, on va dire, qui ont le vent en poupe en période de guerre, qui pourraient profiter de ce genre de conflit, que ce soit local ou que ça s'étende, ce sont les secteurs de la défense et de l'armement. Celles qui en profitent également, c'est les entreprises nord-américaines, donc les entreprises des États-Unis, les entreprises au Canada, les entreprises au Mexique également. Toutes ces entreprises-là qui sont finalement loin, on va dire, et qui ont un impact beaucoup plus modéré, voilà, qui ne sont que très peu impactées par la guerre en Ukraine. Et les entreprises ont une activité locale, comme je le disais. Toutes ces entreprises-là pourraient profiter, à l'instar des autres entreprises. Vous savez que, bon, bah voilà, si vous avez une entreprise, je ne sais pas moi, qui produit des yaourts au niveau international, bon, bah, ils vont être fortement pénalisés en cas de guerre par rapport à une PME qui produirait des yaourts dans le Languedoc-Roussillon. Je donne un exemple complètement farfelu, bien sûr, pour ne pas citer de nom ou quoi que ce soit. Mais voilà, en tout cas, il faut privilégier tous les secteurs défense et armement dans ce genre de scénario. Alors évidemment, on avait déjà parlé dans différents webinaires et différents articles sur Café de la Bourse de l'investissement socialement responsable. Évidemment, bah là, ceux qui veulent attacher et continuer à attacher de l'importance à l'investissement socialement responsable, bon, bah, tout ce qui est défense et armement en général, c'est tout à fait exclu. Après, c'est à vous de voir, est-ce qu'il faut adapter son portefeuille pendant les périodes de guerre et faire une exception parce que les conditions de marché font que, ou rester sur ses convictions fortes d'investissement socialement responsable, tout ça, c'est des décisions qui appartiennent à chacun. Alors, je vous avais promis que je parlerais un petit peu de l'offre premium et je vais en parler très rapidement. Si vous avez des questions, on pourra y revenir après. Donc, l'offre premium de Café de la Bourse, c'est cette offre qui vous donne accès
à toutes les bourses académies qui sont réservées aux membres premium. Donc, pour qui l'offre premium est-elle conçue déjà? Bah, l'offre, elle s'adresse aux investisseurs particuliers qui souhaitent se positionner sur les marchés pour valoriser leur capital sur le moyen et le long terme, que ce soit des débutants ou des investisseurs expérimentés. Pourquoi s'abonner à l'offre premium? Bah, c'est très simple, savoir comment investir en bourse pas à pas à travers des bourses académies, à travers des articles spécialement conçus pour les lecteurs premium, à travers des e-books, à travers des formations, etc. Trouver des idées d'investissement. Donc, les articles qui sont sur Café de la Bourse, sur l'offre premium, ce sont des articles qui sont spécialement intégrés que dans l'offre premium avec des idées d'investissement. Affiner ses connaissances des produits financiers, surmonter sa peur d'investir en étant accompagné, comme aujourd'hui, à travers des bourses académies, se lancer dans l'investissement sans que ça prenne trop de temps et de manière accessible avec tous les outils qu'on met à disposition pour vous aider et vous faciliter surtout la tâche. Alors, l'offre premium, qu'est-ce que ça inclut? Comme je le disais, ça inclut un accès illimité aux analyses de valeur et aux analyses sectorielles. Ça inclut une sélection de titres les plus prometteurs. Ça inclut des formations investir en bourse pas à pas. Donc, il y a un accès total à une formation investir en bourse. Les e-books anticipés, les marchés avec l'analyse technique. Les outils de simulation et d'optimisation du portefeuille CAC 40. Donc ça, si vous êtes membre premium ou si vous êtes dans la période d'essai, je vous invite à aller regarder les outils de simulation. Un accès et aussi un accès gratuit à toutes les vidéoconférences mensuelles Bourse Académie organisées par moi-même et Café de la Bourse et à toutes leurs rediffusions. Voilà, ça, vous n'y avez accès que quand vous êtes membre premium. Alors, comment s'abonner sur le site Café de la Bourse? Vous avez un bouton vert en haut à droite pour vous abonner. L'abonnement est gratuit le premier mois, donc vous n'avez rien à régler. Vous pouvez vous abonner comme vous voulez. Il n'y a pas de paiement à régler à l'adhésion et vous pouvez vous désabonner à tout moment durant la période d'essai de 30 jours. Une fois que la période d'essai de 30 jours arrive à échéance, donc vous avez le premier paiement qui est débité et vous avez deux possibilités. Soit vous optez pour un tarif à 29 € par mois, soit vous optez pour un abonnement annuel sur lequel vous bénéficiez d'une réduction de 25%. Donc, vous payez 261 € au lieu de 348 €, ce qui revient, si on étale ça mensuellement, à 21,75 € au lieu de 29 €. Et pour conclure cette petite partie de présentation de l'offre premium, pour ceux qui participent à la visioconférence aujourd'hui, donc on a une vingtaine de personnes connectées, vous recevrez tous un email demain normalement qui vous permettra d'avoir un code de réduction de 20% utilisable jusqu'au 10 avril, ce qui vous permettra d'avoir l'abonnement à 23,20 € si vous choisissez la formule mensuelle au lieu de 29 et 208 € au lieu de 261 si vous choisissez l'abonnement annuel. On va repartir sur notre sujet principal. Et on va faire le point sur les cryptos. Alors, vous avez peut-être, si vous suivez les cryptos, si vous ne les suivez pas, je vous l'annonce, les cryptos ont plutôt bien profité de cette guerre en Ukraine, puisque beaucoup de mouvements de capitaux ont été réalisés par des Russes sur les crypto-monnaies à la suite des restrictions. Il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites par la Russie aussi, suite à toutes les restrictions qui ont été faites par les membres, par le G7 et par les pays occidentaux pour forcer, quand vous suivez l'actualité, vous savez que tous les pays occidentaux ont mis une pression financière très importante sur la Russie, sur le rouble, sur l'économie russe, pour les asphyxier financièrement parlant, pour les forcer à arrêter la guerre d'une certaine façon. Donc tout ça, en fait, ça a beaucoup profité aux crypto-monnaies, au Bitcoin notamment, puisqu'il y a beaucoup de Russes, donc pour contourner les restrictions qui ont été imposées au niveau international, qui se sont tournés vers le Bitcoin. La Russie a fait des annonces très importantes sur la façon dont ils allaient finalement légaliser le Bitcoin, officialiser le Bitcoin.
Donc effectivement, les crypto-monnaies qui sont hors de contrôle des États, vous le savez, enfin peut-être que je vous l'apprends, sont utilisées comme des alternatives, ce qui a créé des forts mouvements haussiers, hein. Donc ça, tout ce qui a été, on va dire, restriction sur la Russie, bah, finalement, indirectement, ça a plutôt, même beaucoup profité au bitcoin. Puisque ça a été tout de suite l'alternative la plus simple à utiliser. Alors, les cryptos, de toute façon, sont des alternatives à la finance traditionnelle. Donc, investir dans les cryptos en temps de guerre, ça peut être un moyen. Alors, nous, enfin en Europe, en tout cas, on n'est pas soumis aux restrictions comme les Russes. Donc, on ne va pas aller utiliser des crypto-monnaies dans l'idée de, de s'affranchir des différentes restrictions de flux, de transfert, etc. Mais ça va pouvoir être potentiellement un moyen de stocker nos liquidités en dehors des banques qui pourraient être malmenées si le conflit venait à prendre de l'ampleur. Ce qu'évidemment, on ne souhaite pas, mais toutes les autres. Alors aujourd'hui, depuis ces derniers jours, c'est vrai qu'on a eu des annonces plutôt positives sur a priori plutôt une sortie de crise pour cette guerre en Ukraine, mais on n'est pas encore à l'abri. Les conflits ne sont pas terminés. Il y a encore très mauvaises nouvelles qui ont été annoncées aujourd'hui, des découvertes absolument macabres qui ont été faites quand les Russes ont quitté certaines régions qu'ils occupaient. Donc, on n'est pas encore sur la fin du conflit, même si potentiellement les choses sembleraient aller dans le bon sens. Mais si ça venait à être l'inverse, et si les choses malheureusement dérapaient pour une raison X ou Y, eh ben, il pourrait être plutôt judicieux de retirer ces liquidités des banques qui elles-mêmes pourraient être très fortement malmenées. Pourquoi? Parce que les banques ont des emprunts, des dettes dans différents pays, la Russie y compris, et un conflit qui prendrait l'ampleur pourrait vraiment malmener les banques. Et à ce moment-là, investir une partie de ces liquidités, ou du moins stocker une partie de ces liquidités dans les crypto-monnaies, pourrait permettre de se mettre à l'abri de tout ça. Donc, comment investir dans les crypto-monnaies? Vous pouvez le faire directement en achetant des crypto-monnaies ou du Bitcoin. Alors, je dis crypto-monnaie, mais en général, on pense plutôt au Bitcoin ou à l'Ethereum, qui sont les deux principales, les deux cryptos les plus connus. Ça peut être d'autres crypto-monnaies. Après, je vous invite quand même pas à partir sur des trucs trop exotiques si vous êtes en recherche de solutions alternatives à la finance traditionnelle. Partez pas sur des trucs trop exotiques, sinon c'est plus de la spéculation, voire même du jeu d'argent. Quoi qu'il en soit, les crypto-monnaies, vous pouvez les acheter sur un exchange crypto. Donc, je pense notamment à Litbit. Vous retrouverez Litbit dans les avis courtiers. Vous retrouverez également Bitpanda. Vous retrouverez également Kraken. On a fait des reviews, on a donné notre avis sur un certain nombre de ces exchanges crypto dans la section avis courtier que vous retrouverez sur notre site internet, ou alors en achetant des produits dérivés comme les ETP, les ETF. Et ça, vous pouvez les acheter. Il y en a de plus en plus qui traquent les crypto-monnaies. Vous pouvez les acheter directement depuis votre compte titre avec votre courtier bourse normal. Alors, toute la question en fait qu'il faut se poser dans la gestion de son portefeuille, donc on a vu comment on peut intervenir sur les crypto-monnaies ou sur l'or, hein, on verra, c'est un peu pareil. Certains vont préférer les crypto-monnaies pour la facilité, on va dire, d'utilisation, pour la technologie qu'il y a derrière, pour le fait que c'est un petit peu ce que certains vont considérer comme étant l'or numérique. D'autres vont préférer l'or physique. Quoi qu'il en soit, on a vu les cryptos, on a vu quels sont les impacts de la guerre sur les marchés boursiers, on a vu les secteurs qui sont potentiellement les plus susceptibles d'être touchés et ceux qui pourront potentiellement en profiter. Et la première chose à faire, en fait, en réalité, c'est de tenter de déterminer, que ce soit sur la base des différentes analyses que vous pouvez lire sur Café de la Bourse, entre autres, ou sur la base de vos convictions, quelle pourrait être la suite de la guerre. Parce que tout va se baser sur ça. La base du scénario, sur la base du scénario que vous allez anticiper, il faudra adapter votre portefeuille boursier. Donc, en fait,
tout se résume aujourd'hui à est-ce que la guerre, ça va durer dans le temps, mais rester localisé en Ukraine, ce qui pourrait quand même avoir un fort impact sur les marchés, comme je le disais, agroalimentaire, industriel, etc. Est-ce que ça va s'étendre à d'autres pays, pas forcément des pays de l'OTAN, mais d'autres pays comme la Moldavie, la Géorgie? Est-ce que ça va s'étendre en Troisième Guerre mondiale? Est-ce que ça va pas s'étendre? Est-ce que ça va se terminer? Donc, en fait, si vous anticipez par exemple une fin de conflit dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, il faudrait probablement essayer de profiter. Alors, c'est triste, hein, mais la finance, elle fait pas de cadeaux quelque part. Donc, oui, il y a des opportunités d'investissement, même dans les situations de guerre. Donc là, il faudrait potentiellement, si vous anticipez une fin de guerre dans les mois à venir, voir s'il n'y a pas des entreprises présentes en Europe dont la valeur boursière serait fortement décotée en raison de la guerre en Ukraine. Si vous anticipez un conflit qui pourrait durer et s'aggraver, alors il faudrait plutôt partir sur un portefeuille davantage diversifié, de façon euh, on va dire, géographique, avec peut-être plus d'actions nord-américaines, canadiennes, peut-être des actions asiatiques, plus se diversifier. Pourquoi pas augmenter son allocation sur l'or ou ce genre de choses. Donc, tout se résume à qu'est-ce qui va se passer et c'est assez difficile puisqu'on est suspendu aux annonces des politiques. Alors, il y a quand même plein de spécialistes géopolitiques, spécialistes de guerre, spécialistes de stratégie militaire qui vont pouvoir donner leurs avis. Moi, je ne suis pas spécialiste sur le sujet, mais en tout cas, voilà, il faut vous construire votre opinion sur la base de ce qui est en train de se passer et savoir est-ce que ça va durer ou est-ce que ça va pas durer, sachant que bon, bah, depuis un mois, on nous annonce des très mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Là, cette semaine, on est plutôt sur une annonce de bonnes nouvelles, mais on va voir comment ça peut changer très vite. Les choses peuvent évoluer très vite. Du jour au lendemain, on peut partir sur d'une bonne nouvelle et une très mauvaise nouvelle. Donc voilà. Alors, petit récapitulatif. Donc, comme on dit, il y a un adage qui dit qu'il faut acheter au son des canons et vendre au son des clairons. Alors ça regroupe un petit peu ce que je disais. C'est-à-dire qu'en période de guerre, il y a des entreprises qui vont être fortement dévaluées, pas parce qu'elles sont en train de faire des pertes, pas parce qu'elles sont en train de faire des mauvais résultats, simplement parce que le scénario de guerre n'est pas favorable et qu'elles sont pénalisées à ce moment-là. Acheter au son des canons, acheter quand c'est justement quand ça pète et vendre au son des clairons. Donc ça, vous l'avez peut-être déjà entendu, cet adage, cette phrase, donc qui dit qu'il faut en fait se positionner quand tout va mal, parce que c'est là où on peut faire des bonnes opportunités. Et puis quand on commence à annoncer que finalement c'est la fin de la guerre, là, il faut tout vendre. Mieux vaut garder. Alors, si jamais vous avez des doutes, vous ne savez pas anticiper si ça va durer longtemps, pas longtemps, mieux vaut garder le cap sur votre stratégie. Mieux vaut ne rien changer. Vous avez peut-être une stratégie, ce qu'on appelle d'investissement échelonné ou de dollar cost average, donc d'investissement au fil des mois. À ce moment-là, gardez votre cap. Continuez à investir selon votre stratégie. Ne changez rien. Si vous avez des doutes, mieux vaut garder la stratégie que vous avez implémentée. Parce que quand on construit une stratégie, en général, on le fait sur du long terme. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. J'ai des stratégies qui sont sur 10, 15, 20 ans. Dans ma stratégie, je me doute bien qu'il peut y avoir des situations de crise économique, de guerre ou n'importe quoi sur cette période de 20 ou 25 ans. À ce moment-là, on garde le cap de sa stratégie et on ne change pas, on ne part pas en panique parce que c'est la guerre. Bien sûr, ça, c'est si vous avez des doutes et vous ne savez pas quoi faire. Si vous avez une forte conviction, vous pensez que ça va durer longtemps ou pas durer longtemps, à ce moment-là, il vaut mieux agir sur son portefeuille. Également, diversifier vos portefeuilles, comme je disais tout à l'heure, diversifier les zones géographiques sur lesquelles vous avez investi. Ne restez pas investi que en Europe, par exemple.
et bien sûr placer des ordres stop, pour couvrir vos portefeuilles à court terme. Voilà, si jamais il y a un gros crack ou un gros problème, ça vous permettra de vous couvrir. Alors, et pour conclure ce webinaire, on arrive à la fin des 30 minutes. Donc, la prochaine Bourse Académie qui, elle, sera réservée seulement aux membres premium, ça sera le 13 avril à 19h. Et on fera l'analyse d'action, l'analyse technique d'action en direct. Donc, pensez déjà, si vous avez l'intention de participer à cette Bourse Académie, pensez déjà aux valeurs que vous souhaiteriez qu'on analyse, puisque à ce moment-là, ce ne sera pas un sujet comme aujourd'hui qu'on va préparer, ce sera de l'analyse en live. Vous allez me donner dans le chat les valeurs que vous pensez être intéressantes à analyser et on les analysera ensemble. Voilà. Donc, on va passer aux questions-réponses. Alors, j'ai quelqu'un, Thierry, qui me demande j'ai pris l'émission en route. Y a-t-il un replay? Bien sûr, il y a toujours un replay qui est disponible sur le site Café de la Bourse. Donc, vous pourrez retrouver l'enregistrement sur YouTube et sur Café de la Bourse, bien sûr. Sachant que les replays des émissions comme aujourd'hui, qui sont des émissions ouvertes à tous, sont accessibles à tous. Les replays des Bourses Académie réservés aux membres premium, les replays ne sont disponibles que dans une section spéciale du site réservé aux membres premium. Alors, j'ai Christophe, pouvez-vous expliquer l'ordre stop? Alors, l'ordre stop, stop loss, en fait, c'est un ordre qui va vous permettre, si vous voulez, si vous achetez une action à 100, vous vous dites, bon, moi, là, on est en scénario de crise, donc moi, je suis prêt à prendre des risques. Je sais que les marchés sont volatiles, mais dans une certaine mesure, je ne suis pas prêt à perdre plus que 20%. Bah, à ce moment-là, vous mettez un ordre stop loss à 80 € si vous avez acheté votre action à 100 €. De cette façon, si jamais il y a un scénario catastrophe qui se produit, bon, bah, votre ordre, votre position sera automatiquement clôturée à 80. Donc, ça vous permet de limiter les pertes. Voilà, moyen de limiter les pertes. Alors, j'ai deux autres questions. Alors, aurons-nous davantage de détails sur les secteurs privés? Patrick me demande. Alors, il précise, est-ce qu'il faut privilégier les valeurs matières premières, métaux précieux, secteur énergie? Alors, le value, je pense que c'est à privilégier en cas de guerre. Les matières premières également, on l'a vu, hein, surtout les métaux précieux, les énergies. Oui, je pense que ce soit les matières premières, les métaux précieux, le secteur des énergies, tout ça, ce sont surtout dans le contexte dans lequel on est. C'est-à-dire que quand on était dans des guerres en Irak ou en Afghanistan, on n'était pas nécessairement sur des guerres qui allaient impacter autant le secteur des énergies, autant les matières premières. Voilà, là, on est dans un contexte bien particulier. On est dans un contexte bien particulier avec cette guerre en Ukraine. Et effectivement, si vous voulez investir sur les matières premières agricoles, il y a des ETF qui permettent de le faire sur le blé, sur le maïs, etc. Ça peut être de très bonnes idées à faire en ce moment. Surtout que c'est vraiment des sujets d'actualité, on en parle. Secteur des énergies, le gaz, le pétrole, ça peut être des bonnes idées aussi. Les métaux précieux, j'en parlais, l'or ou l'argent. Attention quand même, après, il faut connaître ces marchés-là. Ce pas des marchés comme les marchés des actions, c'est des marchés qui réagissent à bien d'autres éléments. Je pense au pétrole notamment, aux matières premières. Le pétrole, ça peut s'exporter d'ailleurs que de la Russie. Le gaz, plus difficilement, mais c'est possible quand même. Donc attention quand même à bien maîtriser le sujet. Alors attendez, j'ai quelqu'un qui me dit
Thierry, au vu de la flambée des prix des matières premières, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour investir dans les valeurs liées à l'agriculture? Alors, au vu de la flambée des prix des matières agricoles, n'est-il pas trop tard pour investir dans les valeurs liées à l'agroalimentaire? Thierry nous demande. Alors, on peut toujours se poser la question. C'est très juste. Ça, encore une fois, ça va dépendre. Alors, Thierry qui rajoute que ces valeurs sont déjà très hautes. Ça peut toujours continuer à monter. Tout va reposer sur ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que le conflit va durer? Est-ce que le conflit va se calmer? On a quand même des messages assez négatifs où on a des spécialistes qui nous parlent potentiellement de famine à venir dans les mois à venir. Donc, est-ce que ça anticipe? Est-ce que les prix pourraient continuer à augmenter ou est-ce qu'on serait dans des pas bon? C'est très difficile à anticiper tout ça, mais voilà, c'est sur la base de vos convictions. Si votre conviction, c'est que, que ce conflit va continuer à durer et perdurer pendant des mois et des mois, il y a de fortes chances que même si on est déjà très haut, ça puisse continuer à augmenter. Si votre conviction, c'est que les choses risquent de se calmer, bon, bah, à ce moment-là, on pourrait revenir à un prix plus normal, les choses pourraient se calmer, bien que en Ukraine, toutes les infrastructures, enfin voilà, c'est un pays qui va mettre des années à se remettre de cette guerre. Beaucoup d'infrastructures ont été détruites. Donc c'est très difficile à anticiper, mais moi j'aurais tendance quand même, au vu de ce qu'on dit sur de ce que disent les analystes, les politiques, etc., qu'il y a de fortes chances que voilà, ça continue à monter. Donc peut-être pas le pétrole, parce que le pétrole, je pense qu'on trouvera des alternatives, mais les matières premières agricoles, à mon avis, ça peut continuer à monter. Maintenant, je n'ai pas la boule de cristal, hein, je vous le dis tout de suite, je préfère le préciser, je le dis souvent, je n'ai pas la boule de cristal, je ne sais pas ce qui va arriver, mais ça pourrait être judicieux de se positionner. Et si vous ne savez pas vous positionner, parce qu'on peut très bien se tromper, bah, se positionner sur le blé, puis finalement c'est le prix du maïs qui augmente, ou sur le maïs c'est le prix de l'avoine qui augmente, bah, à ce moment-là vous vous positionnez sur des ETF. C'est ce que je vous conseille, ETF matières premières agricoles. Ça existe, vous en avez. Vous avez des ETF sur à peu près tout aujourd'hui. Donc quand vous avez une idée, une conviction que vous souhaitez concrétiser, les ETF sont d'excellents outils qui permettent d'éviter de se tromper en général. Alors, on a Olivier qui nous pose une question aussi. Les valeurs du secteur de l'armement ou similaires doivent être considérées comme des opportunités de court terme ou plus durables? Alors, c'est triste à dire, mais le secteur de l'armement, de la guerre, en général, ça marche toujours plus ou moins. Il y a toujours des conflits quelque part sur la planète. Encore une fois, on en revient à la même question. Est-ce que ça va perdurer? Est-ce que la guerre va perdurer? Est-ce que la guerre va s'arrêter? Ça peut être des opportunités court terme, comme ça peut être aussi, malheureusement, puisque je ne pense pas que même si je le souhaite de tout mon cœur, un monde sans guerre, ça n'a encore jamais existé jusqu'à présent. La nature humaine fait que ça risque d'être difficile d'instaurer la paix au niveau mondial. Donc le secteur de l'armement, c'est quelque chose qui a toujours fonctionné, et même si c'est triste à dire. Alors, j'ai Philippe. Alors, j'ai d'autres questions, je crois, sur le chat. Alors, j'ai Philippe ici qui nous demande le nom d'un ETF sur le blé. Alors, sur le blé, vous allez retrouver des ETP. Vous avez un émetteur qui s'appelle Wisdom Tree. Wisdom Tree, ils ont, si je ne dis pas de bêtises, matières premières agricoles, commodities. Alors, c'est un émetteur d'ETF anglais, pardon. Alors, le blé, il est là. Eh ben, attendez, je vais voir si je ne peux pas partager mon écran. Je crois que si, hein. Partager le bureau.
Vous devriez voir mon écran maintenant. Donc, pour répondre à Philippe, vous avez cet émetteur Wisdom Tree qui a un certain nombre d'ETF. Là, en l'occurrence, c'est des ETP parce que pour être ETF, classé ETF UCITS, il faut qu'il y ait minimum, si je ne dis pas de bêtises, 16 valeurs sous-jacentes. Sinon, on est sur des exchange traded products. Donc là, vous avez comme je le disais tout à l'heure, vous avez des produits qui traquent les produits agricoles. Donc, si vous ne voulez pas vous casser la tête de savoir quel produit agricole traiter, vous prenez ces produits-là. Là, vous avez le blé, oui, en anglais, c'est blé, le café, le maïs, les grains en général, le soja, le sucre, le cacao, le coton. Bon, on fait abstraction des produits à levier, l'huile de soja. Donc, vous avez aujourd'hui des produits qui permettent de traiter effectivement le blé. Donc, son nom, c'est le WEAT. Donc, ça, c'est le ticker. Son code ISIN, il doit être trouvable quelque part. Enfin, bon, vous allez sur le site de Wisdom Tree. Vous avez code ISIN ici, GB. Ici, vous avez le code ISIN. Donc, allez sur le site de Wisdom Tree, mais ça existe. Vous avez des produits qui permettent de traiter les matières premières agricoles, le blé directement, ou bien, moi, je vous conseille de partir sur un mixte de produits agricoles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On a encore 3-4 minutes pour y répondre. J'ai le soleil qui se lève chez moi. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions, donc on va s'arrêter là. En tout cas, merci d'être venu participer. Ah, alors, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire une question, a priori. Vaut-il mieux privilégier les secteurs US par rapport à l'Europe, nous dit Thierry. Effectivement, dans le cadre d'un conflit qui continuera à se poursuivre en Europe, que ce soit le conflit actuel Ukraine-Russie ou un conflit qui viendrait à s'étendre sur d'autres pays voisins, oui, il faudrait privilégier, je pense, les États-Unis qui seront de toute façon moins impactés par cette guerre, voire même qui pourraient en profiter. Les entreprises américaines pourraient très clairement profiter de ce conflit. Dans quelle proportion? Alors ça, c'est à vous de le déterminer, Thierry. Mais je pense que se diversifier sans mettre tout sur les États-Unis, mais ça peut être une bonne idée de surpondérer son portefeuille sur les États-Unis. Encore une fois, si vous avez des doutes, si vous hésitez sur la façon de procéder, la meilleure chose à faire, c'est de garder votre stratégie intacte et de continuer à investir comme vous le faites habituellement. Mais voilà, investir sur les matières premières, sur les entreprises américaines, sur les matières premières agricoles et métaux précieux, les énergies, tout ça, ça peut être, je pense, une bonne idée. Alors, je regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train d'écrire. Ça fait 45 minutes, donc je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt. Donc le 13, hein, rappelez-vous, le 13 avril à 19h, et on parlera d'analyse technique. Je vous souhaite à tous un excellente fin de dimanche, un excellent fin de week-end, et à très bientôt.